Deux sommets internationaux sur la protection des océans en l'espace de quelques jours. L'un organisé par l'UNESCO à Barcelone la semaine dernière et un autre qui s'est ouvert aujourd'hui à Athènes, la capitale grecque qui accueille la 9e conférence internationale Our Ocean, notre océan. Avec nous pour en parler, Françoise Gaille, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes biologiste, océanographe, spécialiste des écosystèmes marins profonds et l'adaptation au milieu extrême, directrice de recherche émérite au CNRS, Centre national de la recherche scientifique en France et en direct d'Athènes. Pour TV5 Monde, Alexia Kefalas. Bonsoir Alexia. Alors, qui est réuni autour de la table à Athènes au juste et quel est l'enjeu de ce sommet? Bonsoir madame. 120 délégations sont dans la capitale depuis ce soir. Alors, il y a 12 chefs d'État. On a vu tout à l'heure, toutes les télévisions ont retransmis l'arrivée aussi de John Kerry, l'envoyé spécial justement pour le climat. Il y a aussi 113 pays et puis une cinquantaine à peu près de ministres, sans compter les organisations, l'OTAN, l'ONU, l'Union européenne, des ONG. C'est la première fois en fait qu'en Grèce, il y a une conférence d'une telle ampleur qui est organisée. Et forcément, il y a des enjeux. Et les enjeux, d'abord, ça commence par des enjeux financiers. Il faut savoir que depuis la première conférence en 2014, il y a quelques 130 milliards d'euros qui ont été investis, en tout cas mobilisés par les pays participants. Ces mêmes pays participants, en 2023, lors de la dernière conférence qui était au Panama, ils ont décidé d'investir, c'était plutôt des promesses d'investissement de quelques 19 milliards d'euros dans des initiatives très spécifiques pour les océans, avec des projets de pêche durable, de la lutte contre la pollution, des protections justement des zones exposées. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, la conférence d'Athènes, c'est un peu faire le bilan, prendre de nouvelles initiatives, aller aussi sur la lancée de l'Union européenne. Je rappelle que l'Union européenne, l'année dernière, a débloqué quelques 816,5 millions d'euros. Alors, ça fait beaucoup de chiffres tout ça, mais c'est aussi beaucoup d'initiatives. Mais à croire les participants avec qui j'ai pu m'entretenir tout à l'heure, ce n'est pas suffisant. Il faut agir beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Restez avec nous, Alexia. Merci pour ce point complet. On verra tout à l'heure avec vous pourquoi la Grèce est à la pointe en matière de protection des océans. Françoise Gaille, est-ce que vous attendez, je vous pose la question très franchement, très sincèrement, est-ce que vous attendez quelque chose de ce sommet alors qu'il y en a eu un il y a quelques jours? Parfois, même les plus grands amoureux de la planète se demandent à quoi servent ces grands raouts comme ça qu'on organise fréquemment. Oui, on attend quelque chose de Our Ocean, mais je pense que c'est totalement différent ce qui s'est passé à Barcelone. Barcelone, c'était une décennie, c'est faire le point là où nous en sommes dans le cadre d'une décennie pour un océan durable. C'est la décennie des sciences de l'océan. Là, il ne s'agit pas seulement des sciences, il s'agit de toutes les activités autour de l'océan. Et donc la manière dont les choses se passent dans ces cas-là, c'est beaucoup plus ponctuel, et c'est là aussi qu'il y a la possibilité d'investir financièrement sur un certain nombre d'actions. Alors les océans, poumons bleus, peut-on le dire, ou poubelle de la planète? On peut dire les deux. Je pense qu'il faut avoir en tête que l'océan, c'est à la fois un puits de carbone, un puits aussi de chaleur, puisque c'est ce qui récolte le plus de chaleur que nous émettons, mais il y a aussi l'oxygène que nous respirons. Au cours de l'évolution, c'est grâce à l'océan que nous avons pu en disposer. Alors, deux informations. La plus récente est parvenue aujourd'hui d'une agence américaine qui nous dit que le monde subit un nouvel épisode massif de blanchiment des coraux. En quoi est-ce une information inquiétante? En fait, les coraux sont c'est des écosystèmes emblématiques de tout ce qui se passe au niveau de l'océan par rapport à la température. Et ce sont les premiers touchés et ça peut être aussi irréversible. Donc si les coraux de cette façon-là sont impactés, ça veut dire que nous devons faire extrêmement attention à la suite. Et ça va avec aussi ce qui a été énoncé depuis quelques mois déjà, l'accroissement de la température des océans. Alors justement, record absolu pour le mois de mars 2024, 21,07 degrés de moyenne mesurés en surface, hors zone proche des pôles, selon l'Observatoire européen de Copernicus. Est-ce que c'est irréversible ce à quoi on assiste ou est-ce qu'il n'est pas trop tard? C'est irréversible sur le long terme et donc là, il va falloir beaucoup de temps pour arriver à avoir autre chose. Mais ça n'est pas irréversible parce qu'on peut aussi agir
pour essayer que ça ne se continue pas de façon indéfinie et que donc déjà stabiliser ce qui se passe. Alors on va le voir dans quelques instants avec Alexia, la question du plastique, il en sera question à Athènes en Grèce. Mais on parle d'un continent de plastique, on pose rarement la question, mais est-ce qu'on peut aller chercher dans l'océan, alors ce ne serait pas une solution, mais déjà l'enlever, et ensuite que faire pour arrêter? Ça fait des années qu'on dit qu'on mettra fin au plastique, ça continue. Oui, non, je pense que la notion de septième continent qui a été initialement donnée, ouais. oui, émise pour fasciner un peu Frapper les esprits. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, non, ne nous faisons pas d'illusions. C'est avant l'océan qu'il faut arrêter de produire du plastique. Donc je pense que par rapport à ça, ça serait un peu comme Sisyphe si on essayait de récolter le plastique dans l'océan. Et ceci d'autant plus qu'il se brise, en 1000 morceaux, et ça devient des nanoparticules de plastique dont on sait maintenant que ça traverse aussi les barrières épidermiques et ça peut envahir tous les espaces biologiques. Et on retrouve bien entendu ces plastiques résiduels, ces microplastiques dans les animaux une fois autopsiés malheureusement. Alexia Kefalas en direct de Grèce, sur quoi le gouvernement grec veut-il mettre l'accent? C'est un pays évidemment qui est entouré par les eaux. Oui, déjà sur le tourisme durable, sur les microplastiques, sur la protection justement de cet environnement et notamment des zones côtières. Parce qu'effectivement, quand on voit les enquêtes qui sont faites notamment en Grèce, mais dans toute la zone côtière de la Méditerranée, le constat est édifiant. Selon le ministre de l'Environnement grec, chaque personne qui habite en zone côtière avalerait l'équivalent d'une carte, une vraie carte en plastique chaque semaine. C'est dire à quel point le constat est alarmant. Effectivement, comme disait votre invité, les nanoplastiques qui sont retrouvés dans les poissons, notamment dans les dorades ici en Méditerranée, bien effectivement a attiré la sonnette d'alarme, notamment des ONG comme WWF qui chaque année essaie de sensibiliser, de mobiliser pour qu'il y ait des initiatives. Alors des initiatives, il vient d'en avoir et c'est la raison pour laquelle le gouvernement grec a annoncé la construction de 2 parcs marins. C'est important et c'est très important déjà parce que les ONG sont satisfaites, mais déjà, il y a un conflit aussi géopolitique, notamment à s'accorder avec la Turquie voisine, avec laquelle la Grèce n'est pas forcément dans les meilleurs termes, mais aussi englober justement toute cette zone de Méditerranée et agir au plus vite. Un montant, puisqu'il y a évidemment un coût, 100 millions d'euros, c'est ce que la Grèce veut mettre sur la table. Est-ce que ce sera suffisant? En tout cas, il y a la volonté, il y a les moyens qui ont été débloqués, sauf qu'il faut maintenant agir vite. Et justement, Alexia nous parle de ces parcs, Françoise Gaille, notamment un parc maritime protégé, le premier en mer Ionienne pour les mammifères marins et les tortues, et le second dans la mer Égée pour les oiseaux marins. C'est un domaine que vous connaissez bien. Est-ce que ça peut porter ses fruits? Oui, je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce qu'on appelle des aires marines protégées. C'est d'autant plus important qu'il peut y avoir des zones de ressourcement du vivant qui peut ensuite se disséminer et recommencer à se disperser dans des zones qui sont a priori non agréables pour le vivant. Je pense que dans l'avenir, on pense de plus en plus à ce qu'on appelle 30 by 30. C'est le fait qu'il faudrait que 30%, disons, de la surface des océans, comme de la surface des terres, soit dédiée à des aires marines protégées ou des zones protégées terrestres. Quels sont les pays, s'il y en a quelques-uns à nous citer, qui pourraient servir d'exemple en la matière? Les Seychelles, par exemple, sont... J'allais vous le citer. J'y ai été pour la piste de la francophonie il n'y a pas si longtemps et c'est vrai que je l'avais en tête. Ah oui, les Seychelles, c'est remarquable. Voilà ce qu'on appelle des petits États insulaires, des grands États océaniques qui sont capables de montrer la voie, la manière dont il faut que nous fassions pour protéger l'océan, mais pas seulement après, mais avant. Et donc ça, en ce sens-là, chapeau les Seychelles. 70% de la Terre, les océans recouvrent 70% de la Terre. Vous voulez donc déjà commencer par 30%, ça serait déjà un premier acquis. Quel est votre océan préféré? Le Pacifique, l'océan Pacifique. Pourquoi? C'est le plus grand d'abord. C'est le plus beau pour moi. Il est très divers dans son comportement. Et puis, c'est le plus jeune. Et donc, c'est celui qui comporte ce qu'on appelle les dorsales océaniques avec des écosystèmes extraordinaires
qui sont associés aux sources hydrothermales profondes, et où vraiment on a le sentiment qu'on peut encore découvrir plein de choses. On parle souvent d'océan, de mer, peut-être pour les plus jeunes qui nous regardent. Quelle est la différence? La Grèce, par exemple, qui accueille aujourd'hui ce sommet, est entourée de mers, mer Ionienne, mer Égée. Elle est bercée, elle est entourée de différentes mers. Quelle est la différence? Est-ce que finalement les enjeux sont différents? Oui, je pense que les pays comme la Grèce, qui ont une partie continentale et une partie dispersée en petites îles, peut avoir le sentiment de ce que ça signifie vraiment d'avoir à traverser pour aller sur Terre. Et je pense que les rapports qu'il y a entre les Iliens et les Terriens donnent une âme particulière à ce type de pays. 75% des mégalopoles mondiales sont situées sur les côtes et leurs habitants sont les plus touchés par les catastrophes. C'est ce que nous dit l'UNESCO, l'agence onusienne. Alexia, je reviens vers vous, pas pour vous demander quel est votre océan ou votre mer préférée, mais est-ce que le réchauffement des océans, on parle beaucoup des incendies qui touchent la Grèce, est-ce que ces coûts portés aux océans, aux mers en tout cas, ont un impact sur l'économie, on s'en doute évidemment, mais aussi sur les phénomènes climatiques en Grèce? Oui, parce que la Grèce est directement aussi victime de ce changement climatique. Je reviens juste sur les Seychelles, où justement le gouvernement des Seychelles est à Athènes et va donner une masterclass demain sur en fait un mode d'emploi, comment faire pour prendre des initiatives rapides. Et concernant le changement climatique, oui, la Grèce est en proie à des méga-feux chaque été. Ils sont de plus en plus ravageurs. Et en fait, ils ont commencé beaucoup plus tôt cette année. Je vais vous donner juste un exemple. Ces 2 dernières 48 heures, juste entre samedi soir et maintenant lundi soir, il y a eu plus de 150 départs de feu en Grèce. C'est très tôt. Ils démarrent beaucoup plus tôt. Ils sont de plus en plus violents. Ils commencent déjà à brûler des hectares de forêt. Donc effectivement, les autorités sont inquiètes. La Grèce est un petit pays avec des infrastructures en lambeaux après 10 années de crise économique où toutes les infrastructures ont été mises de côté finalement pour pouvoir survivre à cette crise budgétaire et puis crise politique et autres. Donc effectivement, c'était difficile. Elle est en train de se reconstruire. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, s'est même rendu au Canada pour commander ce qu'il espère pouvoir commander de Canadair, mais ce ne sera pas livré tout de suite. Donc vraiment, c'est tout le système étatique qui est mobilisé parce que ces incendies sont particulièrement ravageurs et commencent tôt cette année. Puis il faut compter aussi les inondations. Il y a eu d'énormes inondations aussi en septembre dernier qui a ravagé la partie centrale de la Grèce où il y a beaucoup de producteurs, là où on produit la feta grecque notamment, qui a été particulièrement dévastatrice. Des ponts entiers sont tout simplement tombés. On se souvient de ces images. Alors, il n'y a pas eu que la Grèce qui a été touchée, bien évidemment, mais ça concerne aussi évidemment toute la région. Et c'est la raison pour laquelle l'inquiétude grimpe, surtout qu'on ne sait pas d'où va venir la menace aujourd'hui. Et on ne sait pas d'où va venir la menace. Une dernière question, moins d'1 minute pour vous, Françoise Gaille. Faut-il mettre en place une véritable gouvernance des océans? Ah, tout à fait. Alors là, vraiment, sans conteste, c'est un des objectifs que nous avons avec, par exemple, l'IPOS. Nous avons un projet qui s'appelle International Panel for Ocean Sustainability, pour un océan durable. Et ça, je pense que la décennie des sciences de l'océan va nous permettre d'aboutir à quelque chose de cet ordre-là qui soit satisfaisant. Merci beaucoup pour votre expertise, Françoise Gaille, et pour votre passion des océans, biologiste, océanographe. Merci beaucoup, Alexia Kefalas, d'avoir été avec nous en direct de Grèce, donc pour parler de ce sommet dont on vous reparlera. Merci à toutes les deux.